Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la biosphère. Un petit rappel que la biosphère, c'est l'ensemble de toute forme de vie sur, autour ou dans la planète Terre. Alors la biosphère est composée de la lithosphère, qui est la vie dans le sol, alors un ver de terre ou autres organismes qui passent toute leur vie dans le sol. On a aussi l'atmosphère, qui est évidemment la vie dans l'air. Ceci inclut les organismes qui vivent sur Terre, comme les humains. Nous sommes dans l'atmosphère. Et une dernière composante de la biosphère, c'est l'hydrosphère. Hydro voulant dire eau, l'hydrosphère, c'est l'ensemble de toute forme de vie qui vivent dans l'eau. Maintenant, si on est un scientifique et on sort d'université et on se fait demander d'aller étudier la biosphère, c'est immense comme sujet de recherche, parce qu'il y a tellement de formes de vie différentes. Alors, ce que les scientifiques font, c'est qu'ils divisent la biosphère en de plus en plus petites composantes pour essayer de rendre ça un petit peu plus abordable comme sujet d'étude. Alors, si on commence avec la biosphère, utilisons ici ce gros ovale pour représenter la biosphère dans tout son ensemble, alors l'hydrosphère, la lithosphère et l'atmosphère. On subdivise ensuite la biosphère en ce qu'on appelle des biomes. Maintenant, il y a plusieurs biomes dans la biosphère, mais représentons ici un biome spécifique avec ce gros cercle vert. Les biomes sont ensuite subdivisés à leur tour dans ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, par définition, c'est l'ensemble de toute forme de vie d'un certain environnement qui sont potentiellement interactifs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'interagir, pas nécessairement qu'ils vont interagir, mais qui ont la capacité d'interagir. Les écosystèmes sont à leur tour subdivisés en ce qu'on appelle communautés, et les communautés sont subdivisées en populations, et finalement, les populations sont composées d'organismes individuels qu'on appelle individus. Et une population peut comprendre plusieurs individus. Vous pouvez suivre ce lien pour une vidéo avec plus de détails sur les différentes composantes de la biosphère. Maintenant, tout ce qu'on vient de discuter jusqu'à date, ce sont des composantes de ce qu'on appelle l'écologie, qui est l'étude de l'environnement de ces organismes vivants et de leurs interactions. Dans tout environnement, il y a ce qu'on appelle les facteurs écologiques. Et les facteurs écologiques se divisent en deux catégories, les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Biotique veut dire vivant. Alors, par exemple, les ressources alimentaires, la prédation, la symbiose, la compétition, la coopération, ce seraient tous des exemples de facteurs biotiques. Les facteurs abiotiques, le préfixe A en avant de biotique veut dire absence de, alors absence de vie. Les facteurs abiotiques sont les facteurs non vivants d'un environnement. Alors, par exemple, le sol, l'air, l'eau, l'érosion, la quantité de soleil que reçoit la région, etc., seraient tous des facteurs abiotiques. Dans un environnement donné, il y a interaction entre les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Il existe essentiellement 4 différentes formes d'interaction. Elles peuvent être biotiques avec biotiques, biotiques avec abiotiques, abiotiques avec biotiques, abiotiques avec abiotiques. C'est à noter que l'atmosphère, au cours de l'histoire de notre biosphère, a changé quand même drastiquement au cours du temps. Il y a 4,6 milliards d'années, la composition en gaz de notre atmosphère était très différente. C'est le cercle qu'on voit ici. Les chercheurs ont déterminé qu'il y aurait eu environ 78% azote, ce qui n'est pas très différent d'aujourd'hui, mais que la concentration en dioxyde de carbone était plusieurs fois plus grande et qu'il n'y avait aucun oxygène. Maintenant, avec l'action de bactéries, des colonies de cyanobactéries qui étaient photosynthétiques et qui formaient ce qu'on appelait des stromatolites. Alors on peut voir ici les stromatolites, les grands amas de bactéries, dans l'eau, qui eux absorbaient le CO2 de l'atmosphère et le transformaient en oxygène par photosynthèse. Alors avec le temps, on est allé de aucun oxygène dans l'atmosphère avec une concentration assez élevée d'oxygène qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire le diagramme circulaire qu'on a ici. 78% azote, 21% oxygène et des traces de CO2. En fait, dans l'atmosphère, aujourd'hui, il y a 0,03% de CO2. Une assez grande différence par rapport à ce qu'il y avait il y a plusieurs milliards d'années. Cliquez ici pour une vidéo sur les stromatolites. Maintenant, la productivité est la vitesse à laquelle les producteurs dans un écosystème vont produire de la nouvelle biomasse. Ça veut essentiellement dire la vitesse à laquelle les plantes s'accroissent. L'herbe pousse, les arbres font des feuilles, les
producteurs photosynthétiques microscopiques de l'océan se reproduisent, etc. Maintenant, la productivité d'un écosystème dépend de plusieurs différents facteurs. La quantité de producteurs, l'ensoleillement, la précipitation, la température, etc. Elle est mesurée en joules par mètre carré par année. Et ce n'est pas la quantité de producteurs qu'il y a dans l'environnement, mais plutôt la vitesse à laquelle elles forment de la nouvelle biomasse. De cette façon, un écosystème qui semble avoir une grande productivité comme une forêt, où il y a plusieurs producteurs, pourrait en réalité avoir une plus petite productivité que, disons, une prairie, où il n'y a presque pas d'arbres et quasiment juste de l'herbe. La raison, c'est que l'herbe pousse beaucoup plus vite que, disons, les arbres. Et la raison qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que les herbivores qui sont dans cet écosystème-là vont consommer l'herbe au fur et à mesure qu'elle pousse. Maintenant, on peut regarder un diagramme comme ceci qui représente plusieurs différents écosystèmes terrestres ou aquatiques et leur productivité. Une chose qui est à noter ici, c'est que les océans occupent environ 65% de la surface totale de la planète, mais leur productivité, elle est extrêmement petite. La raison, c'est que si on s'arrête sur le milieu de l'océan, là où c'est extrêmement profond, bien que ça reçoive beaucoup d'ensoleillement, il y a une très très petite productivité, car il n'y a pas beaucoup de producteurs qui sont capables de recevoir la lumière. Il y aurait juste essentiellement les micro-organismes à la surface qui, eux, peuvent absorber l'énergie lumineuse et faire la photosynthèse. Une petite citation ici de Census of Life on Earth. On a identifié jusqu'à présent 59 508 espèces, ça c'est en 2016, et on estime le nombre total d'espèces différentes à plus de 8,7 millions. Alors il y a plusieurs espèces qui ont encore à être trouvées, selon les experts. Et si on regarde le nombre d'insectes sur Terre par rapport aux humains, on a beaucoup, beaucoup plus d'insectes que d'êtres humains. Alors nous sommes loin d'être l'espèce dominante en nombre, si tu veux, sur la planète. On domine plutôt en termes de notre impact sur notre biosphère. Avec toutes ces différentes formes de vie, c'est important pour les scientifiques d'être capables de classifier les différentes formes de vie sur Terre. Alors nous avons ici les 3 domaines. Et le domaine étant la plus grande catégorie de classification de vie sur Terre. Et ce sont les bactéries, les archéobactéries et les eucaryotes. Les bactéries sont prokaryotes. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations sur qu'est-ce que ça veut dire d'être prokaryote ou eucaryote, vous pouvez suivre ce lien pour plus de détails. Alors, les bactéries sont prokaryotes. Ils ont une reproduction asexuée, sont hétérotrophes, voulant dire qu'ils doivent manger quelque chose d'autre pour survivre, ou phototrophes, voulant dire qu'ils peuvent faire de la photosynthèse, ou chimiotrophes, ce qui veut dire qu'ils sont capables de produire leur énergie en absence de lumière. Les archéobactéries, qui avaient l'habitude d'être classées dans le même groupe que les bactéries, on a découvert plus de différences entre les archéobactéries que les bactéries, et donc on a eu à les séparer dans chacun leur propre domaine. Les archéobactéries sont prokaryotes, ils ont une reproduction asexuée, qui est la même chose que les bactéries. Certains sont hétérotrophes, tandis que la majorité sont chimiotrophes. Ça, c'est une assez grande différence avec les bactéries. Et finalement, leur acide nucléique ARN est très différente de celle des bactéries, ce qui classe évidemment les archéobactéries dans leur propre domaine. Ici, nous avons les eucaryotes. Alors, encore une fois, le lien ici, si vous avez besoin d'informations sur qu'est-ce que ça veut dire d'être eucaryote. Et ici, nous avons 5 règnes, les protistes, les mycètes, les végétaux et les animaux. Les protistes sont le règne ramasse-tout, c'est-à-dire, si on ne sait pas vraiment c'est quoi, on sait que ce n'est pas une bactérie, on sait que ce n'est pas un animal, un végétaux ou un champignon, on le place dans le règne des protistes, tant et aussi longtemps que c'est une cellule eucaryote. Ils sont tous la gang unicellulaire, bien qu'il y en a qui vivent en colonie. Ils sont phototrophes, c'est-à-dire peuvent faire de la photosynthèse, ou hétérotrophes, doivent manger quelque chose d'autre pour survivre. Maintenant, des exemples classiques, l'amibe, qui elle est hétérotrophe, le gland, la paramécie et l'ensemble de tout ce qu'on appelle le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes photosynthétiques qui forment ce qu'on pourrait appeler l'herbe ou le gazon des cours d'eau. Maintenant, les mycètes, eux, ce sont les champignons. Bien sûr, ils sont eucaryotes, ils sont dans le domaine des eucaryotes, ils sont unicellulaires ou multicellulaires, hétérotrophes, toute la gang, et ils ont une paroi cellulaire faite de chitine. Je crois qu'on devrait tous avoir une bonne idée c'est quoi un champignon, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont
unicellulaires tels que la levure, le pied d'athlète et autres. Je crois qu'on sait tous ce que ça veut dire d'être végétaux en termes de ce qu'on a déjà mangé dans notre vie comme fruits ou légumes. Mais en termes d'une définition biologique d'un végétaux, ils sont multicellulaires, ils sont phototrophes, tous photosynthétiques, ils ont une paroi cellulaire faite de cellulose et ils sont tous sessiles. Qu'est-ce que sessile veut dire? Sessile veut essentiellement dire qu'ils sont incapables de se déplacer de A à B. Et finalement, les animaux, eucaryotes, multicellulaires, hétérotrophes, n'ont pas de paroi cellulaire et majoritairement mobiles. Oui, ça veut dire qu'il y a même des animaux qui sont sessiles. Par exemple, le corail. Et encore une fois, nous avons tous une bonne idée de c'est quoi un animal. Alors, si on revient à l'importance de la classification de toutes ces différentes formes de vie, on parle ici de taxonomie. La taxonomie est la science de la classification. Les scientifiques se sont entendus sur 8 niveaux de classification. Le domaine, comme on a vu tantôt, le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Un aide mémotechnique ici pour se souvenir de l'ordre de ces niveaux de classification qui s'appellent des taxons. Alors, chaque niveau est un taxon. Je suggère doréclophage. Do pour domaine, R pour règne, E pour embranchement, CL pour classe, O pour ordre, FA pour famille, G pour genre et E pour espèce. Maintenant, allons-y avec un exemple. Prenons l'être humain. L'être humain est dans quel domaine? Eucaryota, ici c'est le latin pour eucaryote. Dans le règne, Animalia. Dans l'embranchement, des chordés, ou chordata en latin. Dans la classe des mammifères, Mammalia en latin. Dans l'ordre des primates. Dans la famille des hominidés. Dans le genre Homo. Et finalement, dans l'espèce Sapiens. Ce qui veut dire que le nom scientifique de l'être humain est Homo sapiens. Qu'est-ce que ça veut dire de ce nom scientifique? C'est ce qu'on appelle le binôme. Et ça a été inventé par Carl von Linné au 18e siècle, c'est-à-dire une façon scientifique de nommer les organismes vivants, leur donner un nom que tout le monde peut reconnaître à travers le monde. Alors, au lieu de dire marmotte pour une espèce ici et gopher peut-être aux États-Unis et quelque chose de différent à travers le monde, si on utilise le terme Marmota monax, qui est le binôme de cet organisme, on devrait être capable de se comprendre dans le monde scientifique. Alors, le binôme doit être composé de 2 noms. C'est ce que bi veut dire, bi et nom nommé. Le premier mot prend toujours une majuscule et il désigne le genre. Les 2 mots désignent le genre et l'espèce, et aussi le binôme, et souligner si c'est écrit à la main ou en italique si c'est écrit à l'ordinateur. Alors, encore une fois, Homo sapiens, souligné ici parce que c'est en latin, est le binôme de l'être humain. Canis lupus est le nom du loup, etc. Ici, nous avons 4 différents exemples de taxonomie pour la fourmi, le cougar, le chêne et le jaguar. Et en utilisant cette classification complète de chacun des organismes, nous sommes capables de tirer des conclusions de lesquels sont les plus pareils comme organismes vivants. Alors, si on regarde la fourmi qui est Eucaryota, Animalia, Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Formicidae, Paraponera, Clavata, elle est très différente comme organisme de, disons, le cougar, qui, lui, est Eucaryota Animalia, et c'est là, à ce niveau ici, que la classification est la même. Après ça, ça change. Tandis que le cougar et le jaguar, ils sont Eucaryota Animalia, Chordata, Mammalia, Carnivora, Felidae. Alors, pareil jusqu'à la famille, et enfin, c'est le genre qui les différencie. Alors, c'est tout pour la partie A de cette vidéo. Si vous voulez la partie B, suivez ce lien.